11 généraux mis à pied en quelques semaines, 3 chefs de premier rang limogés en une seule journée, et une promesse de renvoyer un pays entier à l'âge de pierre d'ici 2 à 3 semaines. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Ce que vous venez d'entendre, ce ne sont pas les prémices d'un roman de Tom Clancy. C'est ce qui s'est passé à Washington et au Moyen-Orient entre le 1er et le 2 avril 2026. Et si vous pensez que cette séquence ne vous concerne pas, parce qu'elle se passe loin, parce qu'elle implique des institutions américaines, parce qu'elle ressemble à du bruit politicien ordinaire, alors cette vidéo est faite pour vous, précisément pour vous. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si Trump est allé trop loin. La vraie question, celle que nous allons suivre jusqu'au bout de cette analyse, est la suivante. Cette décapitation du Pentagone est-elle le prélude logistique indispensable à une invasion terrestre imminente de l'Iran ou l'acte de panique d'une administration isolée cherchant à masquer l'échec de ses premiers objectifs de guerre? C'est le fil que nous allons dérouler ensemble. D'abord les faits bruts, ce qui s'est réellement passé le 2 avril et ce que les chiffres disent vraiment. Ensuite, le mécanisme, pourquoi cette purge est différente des précédentes et ce qu'elle révèle sur la doctrine en train de se former. Puis le retournement, le fait que peu d'analystes formulent ainsi et qui change radicalement la lecture de toute cette séquence. Et enfin la réponse, ou du moins tout ce que les faits disponibles permettent d'en approcher. Avant d'aller plus loin, si vous suivez ce travail d'analyse pour la première fois, la chaîne propose un décodage rigoureux et factuel de ce que les grands médias couvrent en surface. Pas d'opinion, pas de sensationnalisme. Juste les mécanismes qu'on ne prend pas toujours le temps d'expliquer. S'abonner prend 2 secondes et c'est la meilleure façon de soutenir ce travail de recherche. Maintenant, entrons dans le vif. Le 2 avril 2026, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense des États-Unis, a limogé simultanément 3 généraux de premier rang. Le général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre, le général David Houtney, en charge de la transformation et de l'entraînement, et le général William Green Jr., aumônier général de l'armée de terre. 3 hommes, une seule journée, en plein milieu d'un conflit armé actif contre l'Iran. Prenons le temps de mesurer ce que cela représente. Ces généraux ne sont pas des conseillers de cabinet, ce sont les architectes opérationnels de la force terrestre américaine. Les retirer pendant une guerre, c'est changer les ingénieurs en chef pendant que le pont est en construction. Et ce n'est pas tout. Les sources font état de 11 à 12 généraux mis à pied dans la période récente, et jusqu'à 17 hauts gradés écartés depuis janvier 2025. Certaines sources évoquent même un total cumulé de 24 généraux depuis le début du mandat Trump. Il faut être honnête sur ces chiffres, car les sources divergent selon le périmètre qu'on retient. Mais même dans sa version la plus conservative, l'ampleur de la purge est sans précédent moderne dans l'histoire militaire américaine en temps de conflit. La veille de ces limogeages, le 1er avril 2026, Donald Trump avait prononcé une promesse publique. Il s'était engagé à renvoyer l'Iran à ce qu'il a appelé l'âge de pierre par des bombardements massifs, et ce dans un délai de 2 à 3 semaines. La séquence chronologique est donc la suivante. Le premier, la promesse d'annihilation. Le 2, la purge des généraux. Ce n'est pas une coïncidence administrative, c'est une séquence. Et comprendre cette séquence, c'est comprendre ce qui est réellement en train de se construire. Sur le terrain, les frappes militaires américaines ont déjà produit des effets documentés. Le bombardement et la destruction de l'Institut Pasteur iranien ont été établis. La destruction du pont de Karaj, présenté comme le plus haut pont autoroutier du Moyen-Orient, a également été confirmée. Ces 2 cibles posent une question que nous allons aborder, parce qu'elle est au cœur de la logique de cette guerre. Mais avant cela, regardons sur l'efficacité réelle des opérations. Le renseignement américain lui-même estime que seulement 50% du potentiel balistique et de drones iraniens a été détruit. 50%, pas 90, pas la victoire totale proclamée, la moitié. Et ce chiffre prend encore plus de relief quand on regarde ce qui se passe du côté d'Israël. Ces derniers jours, le dôme de fer est confronté à une recrudescence de tirs balistiques iraniens complexes, combinant saturation, sous-munitions et missiles rapides, qui ont permis plusieurs percées vers des zones civiles israéliennes. Les sources officielles et analytiques maintiennent une estimation d'efficacité globale du système autour de 80 à 90% selon les sources consultées. Mais la réalité opérationnelle montre des brèches réelles. L'Iran n'est pas neutralisé. L'Iran adapte. C'est un écart massif entre la communication officielle et la réalité du terrain. Et cet écart est au cœur de tout ce qui va suivre. Voilà, vous avez l'essai. Maintenant, la question est de savoir ce qu'ils signifient ensemble. Et pour y répondre, il faut comprendre le mécanisme qui unit la purge des généraux, les déclarations de Trump et les résultats réels sur le terrain. Ce mécanisme a un nom.
On peut l'appeler la chambre d'écho militaire. Et il fonctionne ainsi. Depuis le début de ce mandat, une logique de filtrage de l'information s'est progressivement installée autour du président. Son entourage immédiat ne lui remonte que les succès militaires, les frappes réussies, les objectifs atteints. Les rapports de renseignement sur la résilience iranienne, sur les percées du dôme de fer, sur le fait que 50% seulement du potentiel balistique adverse a été détruit, ces rapports n'accèdent plus au niveau décisionnel avec le même poids. Le résultat est prévisible. Un président convaincu que la guerre se passe bien face à une réalité opérationnelle qui dit le contraire. Et quand la réalité ne correspond pas à la communication, deux options s'ouvrent. Soit on ajuste la communication à la réalité, soit on cherche à ajuster la réalité à la communication en changeant ce qui la remonte. C'est ici que la purge prend tout son sens analytique. Pete Hegseth, depuis sa prise de fonction, a affiché ouvertement une politique de ce qu'il appelle réalignement idéologique au sein du Pentagone. L'argument public est la lutte contre ce qu'il nomme l'idéologie woke dans l'armée. Mais sur le terrain des faits, ce réalignement touche systématiquement les officiers connus pour leur pondération, pour leur résistance à l'escalade, pour leur capacité à formuler des objections stratégiques. Et la purge militaire ne s'arrête pas aux uniformes. Le 2 avril, Pam Bondi, procureur général des États-Unis, a également été limogé. Selon les sources disponibles, Trump lui reprochait de ne pas avoir mené assez loin ce que plusieurs commentateurs ont qualifié de vendetta judiciaire contre ses ennemis politiques. Des erreurs de gestion sur l'affaire Epstein et d'autres dossiers sensibles ont précipité sa chute. Ce limogeage simultané n'est pas anecdotique. Il dessine un périmètre, celui d'une administration qui écarte tout ce qui ne valide pas. Qu'il s'agisse d'un général récalcitrant ou d'une procureure jugée insuffisamment loyale. Et c'est ici qu'intervient une figure humaine, un homme dont la trajectoire résume à elle seule tout ce que nous venons de décrire. Randy George, général, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, nommé sous l'administration Biden, mais maintenu par Trump au début de son mandat, précisément pour sa réputation de pondération. Il était ce que les observateurs du Pentagone appelaient un tampon, une interface entre la Maison-Blanche et l'armée de terre, capable d'absorber la pression politique sans la transmettre aveuglément vers le bas. Son opposition documentée à une intervention terrestre en Iran, dans un pays 4 fois plus grand que l'Irak, est citée comme le motif probable de son éviction. Pas son bilan, pas sa compétence. Son refus de valider une aventure militaire qu'il jugeait ingérable. Le 2 avril 2026, Randy George a été limogé, sans procédure, sans transition, en plein conflit. Sa chute incarne quelque chose de plus large que son destin personnel. Elle illustre l'impossibilité croissante de maintenir une éthique militaire professionnelle face à une exigence d'allégeance personnelle totale. Deux logiques incompatibles. Et la purge dit clairement laquelle l'a emporté. Revenons maintenant à notre question centrale. Vous vous souvenez de ce que nous posions en ouverture. Cette décapitation du Pentagone est-elle la préparation logistique d'une invasion terrestre ou l'aveu d'échec d'une administration qui a perdu le contrôle de sa propre guerre? Pour approcher une réponse, il faut regarder un phénomène que très peu d'analyses ont formulé frontalement, et c'est le glissement doctrinal en cours. En février 2026, le narratif officiel de l'administration américaine était un narratif de libération. Il s'agissait, selon les déclarations publiques, d'aider le peuple iranien à se débarrasser d'un régime oppresseur. Un narratif humanitaire, une justification morale. Et dans ce cadre, le New York Times a révélé l'existence d'un plan du Mossad israélien visant à mobiliser l'opposition interne iranienne et à déclencher des soulèvements, un plan partagé avec des officiels américains et impliquant indirectement la CIA. C'était le premier pilier de la stratégie, faire tomber le régime de l'intérieur. 2 mois plus tard, en avril 2026, ce narratif a disparu. Il a été remplacé par quelque chose de radicalement différent. Renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, détruire les infrastructures vitales, asphyxier économiquement. Le pont de Karaj, l'Institut Pasteur. Ce n'est pas une évolution, c'est un retournement. Et il s'est produit silencieusement, sans débat public, sans reddition de comptes, dans l'espace de quelques semaines. La presse iranienne, elle, a répondu à sa façon. Le 28 mars, le Téhéran Times, quotidien iranien, publiait en une le titre suivant, en anglais Welcome to Hell, Bienvenue en enfer, avec un avertissement adressé aux soldats américains leur signifiant qu'ils quitteraient le sol iranien seulement en cercueil. Ce n'est pas de la propagande anodine, c'est le signe que l'Iran anticipe une invasion terrestre et qu'il s'y prépare, rhétoriquement et probablement militairement.
Et pendant ce temps, The Economist publiait en une de son édition du 1er avril 2026 une image de Donald Trump et de Xi Jinping, avec cette phrase attribuée à Napoléon Bonaparte: N'interrompez jamais votre ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. Le titre de l'article: Comment la Chine espère gagner avec cette guerre. Ce cadrage-là mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il formule ce que beaucoup de chancelleries pensent sans le dire. Le plus grand bénéficiaire de l'enlisement américain en Iran, c'est peut-être Pékin. Comment expliquer ce glissement doctrinal? Une lecture possible de cette séquence, et je la formule comme telle parce que les faits suggèrent sans le prouver définitivement, est la suivante. La stratégie initiale n'a pas produit les résultats attendus. Les 50% de destruction du potentiel balistique iranien contredisent le récit de victoire. Les percées du dôme de fer contredisent le récit d'efficacité. Et face à cet échec partiel, l'administration aurait opté non pas pour une révision stratégique, mais pour une intensification radicale, avec les outils doctrinaux que cette intensification requiert. Les généraux tempérants, ceux qui posaient des conditions, qui formulaient des limites, qui rappelaient les contraintes du droit international et de la faisabilité opérationnelle, devenaient dès lors des obstacles, pas des conseillers, des obstacles. Et les obstacles, on les retire. Ce que les faits semblent indiquer, c'est une tension structurelle qui va bien au-delà des personnalités en jeu. Dans d'autres analyses de la chaîne, nous avons examiné comment les crises de gouvernance se manifestent d'abord dans les structures de conseil avant d'éclater dans les décisions publiques. Ici, le même mécanisme est à l'œuvre, mais dans un contexte de guerre ouverte. La fracture la plus profonde visible dans les faits n'est pas celle entre Trump et l'Iran, c'est celle qui traverse l'administration américaine elle-même. D'un côté, ce qu'on peut appeler le clan de l'annihilation, Pete Hegseth et Marco Rubio, qui portent une ligne de destruction totale et d'exigence de capitulation sans condition. De l'autre, ce qu'on peut appeler le clan des tempérants, J.D. Vance, vice-président, identifié par plusieurs sources comme le chef de file des partisans d'une solution diplomatique. Selon des informations rapportées par Arab News et relayées par plusieurs agences, Vance aurait transmis un message de Trump à des médiateurs pakistanais proposant un cessez-le-feu conditionné à la réouverture du détroit d'Ormuz. Les discussions seraient encore actives au moment de cette analyse. Daniel Driscoll, secrétaire à l'armée de terre et proche de Vance, est présenté par les sources disponibles comme la prochaine cible probable des limogeages. Si Driscoll tombe, le canal diplomatique tombe avec lui. Cette fracture interne est un signal analytique majeur. Une administration unie dans sa stratégie n'a pas besoin de purger ses propres généraux. Une administration qui purge ses propres généraux en plein conflit, c'est une administration qui ne contrôle plus le récit de sa propre guerre. Et cette lecture produit une conséquence contre-intuitive. La purge du Pentagone, présentée comme un acte de force, comme la manifestation d'une volonté politique souveraine, est peut-être aussi et simultanément la preuve d'une fragilité interne profonde. Regardons maintenant l'environnement international de cette séquence. Parce qu'il ajoute une couche analytique que le seul prisme américain ne permet pas de voir. La France d'Emmanuel Macron a utilisé son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, aux côtés de la Russie et de la Chine, contre une intervention militaire dans le détroit d'Ormuz. Ce veto français mérite qu'on s'y arrête. Paris a par ailleurs interdit le survol de son territoire aux armes à destination d'Israël. C'est une posture que les observateurs qualifient de gaullienne en référence à la tradition d'indépendance stratégique française vis-à-vis des États-Unis, un allié atlantique historique qui vote avec Moscou et Pékin contre Washington dans un contexte de guerre ouverte. Ce signal-là est rare, et il dit quelque chose sur l'isolement international croissant de l'administration américaine dans cette séquence. Et si Pékin se tient silencieux, The Economist formule pour lui ce que beaucoup pensent. Pendant que Washington s'enlise, pendant que ses généraux sont limogés, pendant que ses alliés s'écartent, la Chine observe. Elle n'interrompt pas son ennemi lorsqu'il est en train de faire une erreur. Du côté iranien, un détail factuel a été relevé par les sources disponibles, et il est de nature à produire une inquiétude très concrète. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, n'a pas été vu publiquement depuis un mois. Son état de santé, sa survie même, reste inconnu à la date de cette analyse. L'absence du centre de commandement iranien dans la sphère publique, au moment précis où l'administration américaine intensifie ses frappes et remplace ses généraux, est un facteur d'instabilité majeure. Parce que dans tout conflit, l'incertitude sur l'état de la chaîne de commandement adverse est l'une des conditions les plus dangereuses qui soient. Regardons maintenant les cibles choisies, parce qu'elles révèlent la doctrine en acte mieux que n'importe quel discours. La destruction du pont de Karaj et de l'Institut Pasteur iranien.
Deux infrastructures dont la justification militaire fait l'objet d'une contradiction documentaire directe. D'un côté, des sources dénoncent ce que le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, qualifie de crime de guerre, à savoir la destruction délibérée d'infrastructures civiles vitales. De l'autre, le Pentagone affirme que des missiles transitaient secrètement par le pont de Karaj, ce qui en ferait une cible militaire légitime. Ces deux lectures sont incompatibles, et aucune des deux ne peut être tranchée ici sur la seule base des sources disponibles. Mais la contradiction elle-même est analytiquement importante, parce qu'elle révèle le glissement doctrinal, non plus comme une abstraction stratégique, mais comme une réalité physique, concrète, inscrite dans des bâtiments détruits et des vies affectées. Le passage d'une guerre de précision à une stratégie d'annihilation des infrastructures ne s'annonce pas dans un discours. Il se lit dans les cibles choisies. Et les cibles choisies ici sont un hôpital et un pont. Pourquoi est-ce que tout cela vous concerne? C'est la question que vous pourriez légitimement vous poser. Et je veux y répondre directement, sans rhétorique. Le détroit d'Ormuz, que la France et ses alliés ont refusé de voir militariser davantage, est l'un des corridors les plus importants du commerce maritime mondial. Une fermeture ou une perturbation prolongée de ce passage affecte les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et par ricochet les économies européennes, y compris la vôtre. Le veto français à l'ONU n'est pas un geste symbolique. C'est un signal d'alarme sur ce que les diplomaties européennes perçoivent comme une dérive ingérable. Comprendre pourquoi Paris a voté avec Moscou et Pékin, c'est comprendre quelque chose d'essentiel sur les lignes de fracture géopolitique qui se reconfigurent en ce moment. Et la question constitutionnelle américaine. Le débat ouvert autour du 25e amendement, qui permettrait de déclarer le président incapable et de transférer le pouvoir au vice-président, n'est pas un fantasme d'opposants. Des juristes et des parlementaires en discutent ouvertement. Ce débat, s'il aboutissait, produirait le plus grand choc institutionnel américain depuis des décennies, et ses effets se ressentiraient bien au-delà des frontières américaines. Vous n'avez pas besoin d'être un analyste de défense pour être concerné, vous avez besoin de comprendre les mécanismes. C'est ce que nous essayons de faire ici. Revenons à notre question centrale. Cette décapitation du Pentagone est-elle le prélude logistique indispensable à une invasion terrestre imminente de l'Iran ou l'acte de panique d'une administration isolée cherchant à masquer l'échec de ses premiers objectifs de guerre? Voici ce que les faits permettent de dire, sans aller au-delà. Les deux lectures ne s'excluent pas. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence si dangereuse. D'un côté, les signaux d'une préparation à l'escalade terrestre sont réels. L'ultimatum tacite de 2 à 3 semaines fixé par Trump, le déploiement possible de 10 000 soldats supplémentaires évoqué par les sources, la purge systématique des officiers réticents à l'engagement au sol. La une du Téhéran Times, Bienvenue en enfer, qui indique qu'en face, on anticipe cette invasion et qu'on s'y prépare. Tout cela dessine une trajectoire. De l'autre côté, les signaux d'une administration en difficulté sont tout aussi réels. Le renseignement américain contredisant les déclarations de victoire, la fracture entre Vance et Exapt au sommet de l'exécutif, les négociations secrètes via le Pakistan qui attestent qu'une partie de l'administration cherche une sortie pendant que l'autre cherche une intensification. L'isolement international jusqu'au veto français. Le glissement doctrinal non assumé publiquement. Ce que ces éléments suggèrent sans le prouver définitivement, c'est qu'une administration peut simultanément préparer une escalade massive et ne pas avoir de stratégie cohérente pour ce qui vient après. Ce sont deux choses distinctes, et confondre la capacité à escalader avec l'existence d'un plan est l'une des erreurs analytiques les plus communes dans la lecture des crises militaires. Plusieurs signaux méritent d'être suivis dans les semaines à venir. Le premier est l'échéance de l'ultimatum. Trump a fixé un horizon de 2 à 3 semaines pour une intensification massive des frappes si l'Iran ne capitule pas. Cette échéance, si elle est respectée, déclenchera une séquence dont les conséquences sont imprévisibles à ce stade. Le deuxième est le sort de Daniel Driscoll, secrétaire à l'armée de terre et proche de Vance. S'il est limogé dans les prochains jours, cela signalera que le clan des tempérants a été complètement éliminé du processus décisionnel. Que les négociations secrètes via le Pakistan sont définitivement closes et que la trajectoire vers une intervention terrestre devient la seule option encore debout. Le troisième est la question de la résilience iranienne. Le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé que l'Iran pouvait tenir plus de 6 mois malgré les frappes. Cette affirmation est invérifiable depuis l'extérieur, mais si elle est fondée, même partiellement, l'ultimatum de Trump se heurtera à une réalité opérationnelle que les généraux limogés avaient peut-être tenté de lui signaler. Et enfin, la question constitutionnelle américaine. Le 25e amendement, l'option nucléaire institutionnelle, reste théoriquement disponible.
Son activation dépend d'acteurs dont les positions évoluent. Vence en premier lieu. C'est peut-être la variable la plus imprévisible de toute cette séquence. Et si la Chine observe, comme le suggère The Economist, c'est aussi cette variable-là qu'elle regarde. Quelle lecture faites-vous de cette séquence? Est-ce que vous voyez dans la purge du Pentagone un acte de préparation rationnelle à une escalade assumée, ou le signe d'une perte de contrôle institutionnel? Dites-le dans les commentaires. Ce débat mérite d'être posé clairement, et vos lectures de terrain enrichissent l'analyse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt.